Depuis plus de 10 ans, et les frères qui m'ont fréquenté peuvent en témoigner, lorsque je quitte la barrière de péage de l'autoroute, je crie un grand « merci, au revoir » par la fenêtre. Et pendant que je range le ticket et que j'essaie de relever la vitre, souvent mon voisin me regarde avec un air étonné. Et ma réponse est toujours la même, c'est l'explication. Il vaut mieux remercier les machines automatiques parce que le jour où elles auront pris le pouvoir, elles s'en souviendront. Je pense que depuis plus de 10 ans, j'ai pas mal de flair. Ça, c'est mon introduction. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite intro. Fais-moi une introduction rigolote pour une conférence sur les dangers de l'IA. Bienvenue à la conférence la plus hilarante sur les dangers de l'intelligence artificielle. Vous savez, ces machines qui pourraient nous surpasser un jour et prendre le contrôle du monde. Mais bon, au moins, elles ne pourront jamais comprendre pourquoi la poule a traversé la route. Alors attachez vos ceintures de sécurité, parce que nous allons plonger dans un océan de bits et de blagues sur les risques que pose l'IA. Qui sait, peut-être que nos rires seront la seule chose qui nous sauvera lorsque les robots décideront que c'est leur tour de jouer à Pac-Man avec le monde réel. Bref, oui, on a vu plus drôle. J'ai donc posé une autre chose. Après, j'ai dit, fais-moi quelque chose d'un peu mieux, un peu plus sobre, moins de rigolo. C'était un peu mieux, mais bref. Ça fait... D'abord, j'aimerais mettre des avertissements. Je vais enlever cette petite image d'abord, sinon ça va vous déconcentrer pendant toute mon introduction. Premier avertissement. Je parle en qualité de responsable informatique du couvent. Je pense que c'est pour ça que le frère Antoine m'a délégué cette conférence, parce que lorsqu'on cherche un frère qui serait capable de parler des choses numériques, on va voir le frère responsable en informatique. Le frère responsable en informatique, c'est celui qu'on va voir quand on a un problème de téléphone, par exemple, ou quand on a un problème de radio-réveil. Oui, donc ça dit vraiment mon niveau. Le frère Antoine m'a dit que c'était une très mauvaise introduction aussi. Il m'a dit, dis pas ça, parce que vraiment, ça fait pas vendeur, les gens vont croire que tu connais rien. Mais finalement, j'y connais rien pour de vrai. Mais bref, je suis donc responsable en informatique du couvent, et même un frère, le frère Marek, qui est arrivé il y a peu de temps chez nous, qui est informaticien. J'ai réussi à réparer quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. Donc il m'a dit, mais si, tu es vraiment informaticien. Bon, à moitié. En fait, je fais comme tout le monde. Quand je ne trouve pas, je vais sur Google, je tape mon problème, je regarde les réponses, j'essaie tout, et au bout d'un moment, on trouve à peu près une réponse. Parfois, ça ne marche pas, donc on est obligé de chercher. On fait appel à son intelligence, on essaie de comprendre comment ça fonctionne, et après, on arrive à trouver une solution qui était écrite nulle part. Mais bon, c'est un peu la grande différence entre ChatGPT et nous. On va y retourner. Mais ça vous est peut-être déjà arrivé de devoir appeler un service par téléphone parce que quelque chose ne marche pas. Vous savez, et les gens commencent par vous dire d'accord, on va commencer à zéro, allumez votre ordinateur. Et là, vous dites non, mais ça va, je suis pas idiot, mon ordinateur est déjà allumé, c'est pas ça mon problème. Vous savez, c'est des gens par téléphone et ils sont obligés de respecter toutes les cases. Après, ils appuient, ils cliquent. Alors, après, est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? On vérifie tout, de zéro jusqu'à la fin. Et souvent, quand vous avez un problème très précis, ils ne trouvent pas la solution parce qu'en fait, ils ont la chose un peu habituelle qui arrive aux gens et ça ne marche pas. Ça vous est peut-être déjà arrivé, il n'y a pas longtemps, un chatbot de la SNCF, pareil. J'avais un petit problème très particulier et ça tournait en boucle. Alors à la fin, tu es très contente. J'espère que ça vous a aidé à résoudre le problème. Non. Alors recommencez, les mêmes questions, les mêmes réponses. Non, ça n'avait toujours pas résolu mon problème. Et là, on a juste envie de crier parce qu'en fait, on peut contacter personne. C'est pas une personne en face, et même si on se met à l'insulter, va même pas mal le prendre, ce qui est dommage, mais ça va servir à rien. Et là, on va se dire, je peux être pour l'éternité en train de reposer la même question, et elle me répondra toujours la même réponse, avec vraiment un air ravi de « j'espère que cela vous a bien aidé, et si ça vous a pas aidé, voilà, vous pouvez recommencer, et je recommencerai à jamais ». Bref, ça tourne en boucle. Deuxième avertissement. Je n'ai pas du tout de PhD en neurosciences ni rien, donc, et vous savez, je ne suis pas un pro, et les avancées dans ce domaine sont assez impressionnantes. Vous savez que le frère Antoine régulièrement nous envoie des captures d'écran de son téléphone de ce que produit l'IA, donc en fait, c'est lui qui aurait dû faire la conférence, mais il n'a pas osé. Donc le but de cette conférence n'est pas forcément d'entrer dans tous les détails, au niveau informatique, au niveau intelligence, au niveau de tout ça, parce que finalement, en fait, dans 2 mois ou dans 3 mois, quand ChatGPT 5 sera sorti, ce sera complètement dépassé. Mais c'est de prendre un petit peu de recul et d'essayer de comprendre un petit peu les enjeux. Donc je suis vraiment un novice, moi, dans l'utilisation de l'IA. Je pense que vous êtes plus habitués que moi.
Et j'ai juste un petit peu bidouillé, j'ai essayé des petites filouteries, de fait, on pose des questions, on essaie de tromper l'IA. Et j'ai même rejoint un groupe Facebook, c'est juste un truc sur Internet, un groupe de génération d'images avec l'IA, donc c'est ça, ça vous donne ça. Vous voyez, et les gens postent ensuite ce qu'ils ont fait, des mignonneries, voilà, des choses comme ça, c'est un peu kitsch, voilà, là aussi un peu ésotérique peut-être. Je passe vite, hein. Il y a ça, on se dit, ouh, il y a des gens un peu cathos, il y a le pape en plein concert. Alors l'avantage aussi, vous avez vu, de l'IA, c'est que quand vous générez des images, ça vous en fait 4 pour le prix d'une. Donc les gens, comme ils ont du mal à choisir, comme c'est tout un peu pareil, ben, ils vous mettent les 4 à chaque fois. Donc voilà. Là, il y avait le sourire d'un enfant. Celle-ci, c'est la première, ça va? C'est un peu plus bizarre. C'est quoi? Là aussi, c'est un peu bizarre. Non, c'est l'IA. Là aussi, c'est bon, pourquoi pas. Une brosse à dents. Avec des dents. Bien sûr, une brosse à dents. Vous voyez, les gens, ils vous mettent tout, comme ça, vous-même. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, c'est un autre style. Ça aussi, je vais bientôt arriver à la fin de mon petit florilège. Voilà, donc c'est dommage parce qu'avant, ce qui était kitsch et un petit peu cringe, comme disaient certains, on trouvait ça seulement sur les t-shirts. Ben maintenant, c'est publié sur Internet, partout, et en x4. Donc c'est encore pire qu'avant. Donc vraiment, l'IA a aidé l'humanité à devenir beaucoup plus intelligente et à gagner du temps, puisque finalement, maintenant, on répand tout ça sur la toile. Génial. Je m'excuse auprès des prompteurs, c'est ceux qui créent ces images, hein, c'est pas du tout pour les insulter, mais voilà, il fallait quelques exemples. Donc, j'ai fait un autre test. Le prompt, vous savez, c'est la petite phrase qu'on met pour commander la création d'une image, parce que c'est mieux si on l'aide. Donc, je me suis dit, on va essayer de faire le chaussé aux moines. Donc voilà moi ce que j'ai écrit, peut-être que vous auriez écrit un peu plus différemment. Un fromage rond dans son emballage. Il porte le nom de chaussé aux moines. L'emballage représente un moine catholique, habillé en marron. Son index de la main droite est levé devant sa bouche en signe de silence. Il porte un fromage sur un plateau de bois dans sa main gauche. Il n'y avait pas recette inimitable sur mon image première, donc je ne l'ai pas mis. Hein. Résultat. Oui, c'est pas mal. On voit bien qu'il n'y a pas écrit chaussée aux moines, mais il y a des lettres. Et puis il y a un bout de fromage sur le côté qui ne correspond pas, c'est pas le même type de fromage. Là, on en a un qui est gourmand. Voilà. Pourquoi pas. Regardez, ils ont un peu le même visage, hein, c'est étonnant, on en reparlera. Là, l'étiquette est directement sur le fromage. Pourquoi pas, il pourrait être dans un emballage plastique. Là, on en a un aussi, pareil, il y a 3 fromages différents. Il y a un morceau coupé à la barbare. Hein, vous voyez, si on voyait un étranger couper le fromage comme ça, on l'aurait déjà tué. Il y a une sorte de couteau sans lame en bas à droite. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je pense que l'IA a bien aimé l'idée du bois et du plateau en bois. Donc elle en a vraiment mis partout. Suivante. Voilà, lui, il est prêt à manger. Il a un pouce un peu bizarre. Le fromage ressemble à une sorte de fromage de tartiflette. Le plateau en bois est respecté à chaque fois. Et il a une sorte de bavette, parce que le fromage, ça coule. Il y a une sorte de sein derrière, pourquoi pas. Et il a l'air vraiment, je sais pas, il a l'air d'avoir faim. Celui-ci, c'est pas mal. On a bien un fromage dans son emballage, mais il a sorti une petite, je sais pas, une petite tablette représentant un sein ou je sais pas quoi. C'est pas mal. C'est intéressant. Vous voyez, par contre, le nom du fromage, c'est un peu compliqué. Hein. De loin, quand on regarde comme ça, on se dit, ouais. Et après, quand on essaie de lire, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de toutes les lettres, un peu de tous les alphabets différents. Il y a un peu de tout. Celui-ci, il a carrément pris le fromage en pendentif. C'est pas mal aussi. Puis il y a un barbu sur le fromage. Mais à chaque fois, vous voyez, le plateau en bois, ça plaît, ça. Il y a celui-ci. Et il tient son morceau de fromage de la main droite un peu bizarre. On n'a toujours pas eu le doigt levé sur la bouche, hein. Toujours pas. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme il m'en sort 4 à chaque fois, ça va vite. Hein. Donc là, je vais vous mettre seulement les 2 premiers jets. Voilà. Et celui-ci s'est fait... il a mis un petit bout de fromage sur un cracker. Ça tient, je sais pas comment, mais c'est pas mal. Ok. Voilà. Pour mon test, voir comment ça fonctionne un petit peu. Mais c'est quand même assez impressionnant. Si on regarde, hein, si on fait un petit peu de photos, d'images, regardez au niveau des ombres, même des fonds, hein, franchement, moi je trouve ça impressionnant, quand même. Après, justement, quand on regarde un peu plus longtemps les images, on est un peu troublé. Les choses, on ne comprend pas pourquoi c'est là. Souvent, les regards sont un peu vides. Oui, il y a souvent des points avec les doigts, on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est impressionnant. Mais attention, cette conférence n'est pas là pour être
alarmiste, parce que comme certains vont se dire, ah, un prêtre catholique dominicain va nous dire que l'IA c'est le diable dans le monde, donc non, c'est pas ce que je dirais, mais nous allons donc essayer d'avoir une petite réflexion sur le sujet. L'intelligence artificielle, je vous enlève l'image à chaque fois, sinon vous regardez ça tout le temps. L'intelligence artificielle a été un objet d'étude dès les années 1950. Donc ce qu'on en voit, en fait, est un aboutissement de plusieurs années de travail. Ça n'a pas été inventé il y a 10 ans, hein, donc c'est assez long. Au début, il y avait ce qu'on appelait les systèmes experts. Donc je suis tombé sur un article des années 90 de la revue Thomis qui parlait des systèmes experts. Je ne sais pas ce que c'était. Et vous les connaissez, les systèmes experts, puisqu'ils ont été développés dans les années 70, et c'est des systèmes basés sur la logique, et c'est les premiers systèmes qui ont battu les champions d'échecs. Okay, donc tout simplement, la machine connaît tous les coups possibles, et donc il y a un moment, elle gagne simplement. Ensuite, il y a eu le machine learning, avec l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un peu plus de données, et donc on peut faire travailler des ordinateurs à partir de ces données récoltées. Et donc là, on n'est plus sur des systèmes logiques seulement, mais sur des systèmes statistiques. Ensuite, il y a eu le deep learning, c'est la même chose, mais avec encore plus de données. Et maintenant, on est arrivé donc dans une nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle les IA génératives, donc celles que vous voyez maintenant, qui sont capables de générer du texte, de la musique, des images, des vidéos, des imitations, qui est capable de comprendre le langage naturel, c'est-à-dire le langage humain, qui est capable de faire de très bonnes traductions et qui est assez efficace dans toutes les tâches spécifiques pour lesquelles en fait, ces IA sont entraînées. Par exemple, en médecine, maintenant, analyse de radio ou choses comme ça, les IA sont vraiment hyper performantes et voient parfois, entre guillemets, des choses que les spécialistes en fait, ont parfois du mal à déceler. Bref. Commençons d'abord un petit point sur la question de l'intelligence. Vous savez, on dit toujours qu'il faut pouvoir un petit peu définir les termes du sujet. Je ne vais pas y passer des heures parce que c'est un sujet très complexe, mais on dit aujourd'hui qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Vous avez peut-être déjà entendu ça, les intelligences multiples. C'est une théorie, il y a les intelligences d'action, interpersonnelles et intrapersonnelles, les intelligences scolaires qui sont linguistiques et logico-mathématiques, les intelligences environnementales, naturalistes et musicales. Naturalistes, c'est par exemple, il y a des gens qui sont capables de reconnaître très rapidement telle ou telle espèce, telle ou telle couleur, telle ou telle forme de feuille, bref. Et ensuite, les intelligences méthodologiques, celles qui sont visuo-spatiales et kinesthésiques. Bref. Compliqué, quand on parle de l'intelligence artificielle, justement, quel type d'intelligence essayons-nous de créer? Ensuite, d'un point de vue plus philosophique et théologique, vous savez que la théologie catholique, en s'appuyant sur Aristote, dit que l'être humain est un composé de matière et de forme qu'on va appeler l'âme. D'accord? Donc il y a un corps et une âme. Pour connaître les choses, saint Thomas d'Aquin en fait explique ça alors de manière assez complexe. Je vous fais un résumé assez simple. C'est que l'être humain cherche à connaître les choses qui l'entourent, ce qu'on appelle la réalité. Ce sont des choses extérieures à nous qui se présentent à nos sens. Quand je vois cette chaise rouge qui est devant moi, eh bien la couleur, la forme de cette chaise parviennent à mes sens. Je pourrais peut-être même la goûter, ça parviendrait à ma langue. Et donc, tout ça est récolté, on pourrait dire, par mon cerveau, même si saint Thomas d'Aquin ne dit pas ça, mais c'est récolté par mon intelligence, et mon intelligence va ensuite faire un travail pour extraire de cette matière qui est perçue par mon intelligence, pour en extraire une chose particulière qu'on appelle un concept. D'accord? Donc même le mot concept vient de tout ce système-là, puisque ça vient du mot cum, capere, capere se dire prendre, donc c'est ce qui a été pris entièrement, mais en enlevant les éléments de cette chaise qui ne sont pas nécessaires, entre guillemets, ou habituels à sa compréhension. C'est-à-dire que cette chaise-là ressemble énormément à sa voisine, qui ressemble énormément à sa voisine, mais on a bien 3 chaises différentes. Et j'utilise bien le mot chaise pour parler de ces 3 chaises différentes. Or, dans la matière, elles sont différentes, puisqu'il y a 3 chaises. Eh bien, mon cerveau est capable d'enlever, on pourrait dire, l'individualité de cette chaise-là, de celle-ci et de celle-ci, pour comprendre ce que c'est qu'une chaise. Donc finalement, on enlève les éléments matériels de la matière elle-même pour abstraire ce qu'on appelle le concept.
Et on va appeler ça, du coup, l'essence même de la chaise. Et ensuite, notre intelligence, une fois qu'elle a saisi l'essence des choses, elle est capable d'en former un mot, un verbe, et justement, qui va ensuite être transmis pour nous humains par le langage. Donc lorsque je vous dis chaise, eh bien parce que votre intelligence a déjà vu plusieurs chaises, parce que vous savez ce que c'est que l'essence d'une chaise, vous n'avez plus besoin d'avoir une chaise devant vos yeux pour savoir ce que c'est. Parce qu'il y a stocké en vous ce que c'est que l'essence d'une chaise. Mais stocké en vous, c'est là où ça peut être un peu trompeur, ce n'est pas simplement stocké dans votre matière, dans votre corps, dans votre cerveau, mais on va dire que justement, comme on a tiré hors de la matière ce concept, il est immatériel. C'est-à-dire qu'il est passé dans la partie immatérielle de notre être, c'est-à-dire notre âme. C'est notre âme qui va connaître les choses, parce qu'elle est capable, parce que Dieu lui a donné cette capacité, d'accéder aux choses dans ce qu'elles sont et qui ne nous apparaissent pas immédiatement, mais parce qu'elle est capable d'aller saisir ces choses-là en tirant un concept. Eh bien, dans le langage, c'est exactement ce qu'on fait. On transmet des concepts, parce qu'on est d'accord que le mot chaise désigne cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Eh bien, je peux ensuite vous parler d'une chaise rouge, mais aussi d'une chaise bleue, d'une grande chaise, d'une mini-chaise, d'une chaise en bois, d'une chaise en velours. Bref, tout simplement parce que ces concepts, vous les avez vous-même emmagasinés, vous êtes ensuite capable, alors même que vous n'êtes pas en train de fabriquer votre chaise en bois, vous êtes capable de saisir ce que c'est qu'une chaise en bois, une chaise en velours, une chaise rose, une mini-chaise, bref, tout ça, vous êtes capable de jouer avec les concepts. Donc c'est pour ça que, pour nous, c'est assez compliqué d'imaginer comment une intelligence artificielle qui s'appuie simplement sur la matière serait capable d'arriver à faire cette opération qui, pour nous, est possible simplement parce que c'est notre âme immatérielle qui permet de faire ça. Alors aussi, pour revenir sur ce point-là, attention, je ne suis pas en train de vous dire que notre corps ne sert à rien, que la matière c'est nul. Parce que notre âme utilise notre corps, c'est-à-dire utilise notre matière, nos sens, très matériels, pour pouvoir travailler. Et donc c'est là où c'est un peu troublant dans l'IA, c'est qu'on a l'impression qu'elle est capable de faire ça, parce qu'elle est capable de répondre à des questions, parce qu'elle semble comprendre les concepts, alors que justement il n'y a pas de partie matérielle en elle, et elle n'est que matière. Et donc pour nous, on dira étonnant. Étonnant parce qu'il y a plein d'autres êtres vivants sur la planète Terre qui, eux, ont une âme et qui pourtant ne sont pas capables de faire ça. Donc comment une IA qui serait que matérielle, elle, serait capable de faire ça? Bref. Voilà pour la question de l'intelligence. Pour vous montrer, c'est comme ça, c'est en anglais, c'est pas grave, vous voyez donc un cheval, sa forme, son odeur, le son arrivent à nos sens et donc sont travaillés par notre intellect, comme dit saint Thomas d'Aquin. Bref, et il y a deux parties de notre intellect, l'intellect agent et l'intellect possible, potentiel, mais vous trouvez ça sur Internet un peu partout si vous cherchez des informations sur saint Thomas. Mais en plus de notre intelligence, il y a aussi d'autres choses qui interviennent dans notre intelligence, par exemple la question de la morale. On aura des choses qui viennent soutenir notre intelligence et qui ensuite vont nous aider en fait, à trancher dans les choses. Donc, par exemple, la conscience, elle va appliquer un sens moral que l'on a saisi pour ensuite des cas particuliers. Est-ce que dans tel ou tel cas, je dois faire telle ou telle chose? Et là, l'IA, ça semble un petit peu compliqué. On a l'impression qu'on est obligé de lui expliquer à chaque fois les cas un peu particuliers. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Une IA qui a été programmée pour les voitures autonomes. Ils ont fait la blague, ils ont mis un gars qui tenait un panneau sens interdit au bord de la route. Bien sûr, elle s'est arrêtée, sens interdit. Elle n'a pas perçu qu'elle était... Donc voilà, nous, en tant qu'êtres humains, on va bien percevoir qu'il y a quelque chose qui est anormal par rapport à des panneaux que pourtant on voit tout le temps et on voit bien qu'il ne faut pas suivre ce panneau-là. Et qu'est-ce qui nous aide justement à appliquer dans tel ou tel cas cette chose que notre intelligence peut saisir? C'est notre conscience, notre volonté. C'est un acte finalement de la volonté. Est-ce que ça, je vais décider ou pas de l'appliquer? Mais aussi parce que notre intelligence a fonctionné avant. Ensuite,
L'intelligence va s'appuyer sur des liens logiques. Et on voit bien que, en fonction des gens, on n'a pas forcément la même logique. Alors, quelle IA choisir, quelle logique choisir pour la création d'une IA? Comme je l'ai dit, les premières IA étaient vraiment sur des opérations de logique. Mais à un moment, il faut coder tout ça, il faut faire des choix. Quels vont être les choix que l'on va faire pour cela? Ensuite, finalement, la question de l'IA pose la question du matérialisme. Est-ce que l'intelligence humaine, justement, pourrait être ramenée tout simplement à des calculs mathématiques? Est-ce que mon intelligence n'est qu'une somme de plus, de moins, de multiplier, de diviser ou pas? Et un des premiers penseurs de l'IA, en 1979, disait cela. Il s'appelle Hubert Dreyfus. L'intelligence humaine ne traite pas l'information de manière discontinue, mais de manière synthétique. La pensée humaine ne peut pas être réduite au calcul. La prétention de réduire l'intelligence humaine à un supercalculateur n'est pas neuve. On trouvait déjà cette idée chez Platon. Et l'idée est revenue avec le triomphe de la mécanique classique. De même que les mathématiques expriment les lois du mouvement des astres et des atomes, de même, elles expriment les lois du cerveau, selon ce que pensait Hobbes, disant que le raisonnement n'est rien d'autre qu'un calcul. Le problème du matérialisme, c'est de dire que tout ce que vous pensez n'est que finalement quelque chose qui aurait pu être décidé mathématiquement, qui n'est que logique. Je pense que vous voyez bien qu'on ne peut pas vous réduire à des simples opérations. Autre point, c'est que dire une chose, et ça c'est important, ne veut pas forcément dire qu'elle est vraie. Par exemple, si on me demande comment je m'appelle et que je réponds frère Antoine Odendal, j'ai beau le dire, c'est faux. Donc c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est vrai. Et justement, heureusement, vous connaissez frère Antoine, parce que quand je vous dis que je suis frère Antoine Odendal, vous direz non, on connaît frère Antoine et vous n'êtes pas le frère Antoine. Donc attention, notre société aujourd'hui a du mal avec cette question de la vérité. Et quand on vous répondra ah non, mais j'ai entendu ça à la télé, ou l'intelligence artificielle a répondu ça, donc c'est forcément vrai. Mais pas forcément. On peut simplement programmer une intelligence artificielle pour que quand on lui demande si elle est consciente, sa réponse automatique est oui, je suis consciente. Donc c'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai. Vous comprenez? Donc ça c'est essentiel de comprendre ça. Avec saint Thomas d'Aquin, on est dans une philosophie réaliste, donc il faut vérifier avec notre intelligence si ce qui est dit est bien réel, ça existe dans la réalité. Vous savez, il y a la question du test de Turing, justement, par rapport à l'intelligence artificielle. C'est un premier test qui était de vérifier si, en ayant programmé une intelligence artificielle ou des réponses écrites par un ordinateur, est-ce qu'on arrive, oui ou non, à tromper une personne humaine? D'accord? Et d'ailleurs, on s'appuie sur cette théorie, sur ce test, dans le film Ex Machina, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bref. Mais là encore, est-ce que parce qu'on arrive à tromper un humain, ça veut dire que cette intelligence est réelle? Non. Justement, on essaie de tromper des êtres qui sont intelligents. Donc la question, elle n'est pas dans l'intelligence artificielle elle-même, mais dans est-ce que oui ou non, on va donner l'illusion que c'est bien l'intelligence. Donc là aussi, en fait, le centre de ce test, c'est l'être humain, c'est pas l'IA, en fait, on pourrait dire. C'est est-ce que oui ou non, on arrive nous-mêmes à nous tromper. D'accord? Nous avons, nous, justement, une conscience de nous-mêmes. Mais ça, c'est la grande question. Est-ce qu'un jour, on sera capable de créer une intelligence qui est naturellement conscience d'elle-même? Cette capacité de savoir quelles sont nos limites, ce qu'on est capable de faire, mais aussi les choses qu'on pourrait dépasser même dans nos limites. Ça a l'air compliqué, puisque qu'est-ce que c'est que cette conscience? Matériellement, on a quand même du mal à le comprendre. Autre point, c'est que notre intelligence humaine est capable de rendre compte des sources de sa connaissance. Vous êtes capable de dire « j'ai appris ça lorsque j'étais en CM1 ». J'ai appris les capitales d'Europe lorsque j'étais au collège. L'intelligence artificielle, ChatGPT, quand je lui demande d'où est-ce qu'elle me sort telle ou telle information, elle me dit « oui, j'ai beaucoup de données qui m'ont été données, mais je ne peux pas vous dire d'où ça vient ». Elle ne connaît pas l'origine de sa propre connaissance. Alors que nous, justement, comme notre intelligence, elle fonctionne à partir des choses extraites, en fait, des choses concrètes, on en a le souvenir même de à quel moment on a fait ça ou qui nous a transmis cette connaissance. Maintenant, les problèmes de l'IA. La question, c'est quel modèle allons-nous utiliser pour entraîner les IA?
Est-ce que ça va être des modèles purement mathématiques, économiques? Il y a certaines réponses qui pourraient être assez déroutantes. Par exemple, si on pose la question, on pourrait imaginer, hein, à une IA comment faire pour régler le problème de la faim dans le monde, on pourrait avoir, si c'est une question économique, la réponse très facilement, il suffit de tuer des gens. Hein. Bah oui. Pourquoi s'embêter? Si c'est mathématique, il y a trop de gens qui mangent, pas assez de nourriture, on élimine des gens. Si on ne peut pas produire plus. C'est logique, économique. Vous voyez, il y avait justement un auteur de science-fiction, Isaac Asimov, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit le cycle de Fondation. Et en 1942, il avait imaginé dans ses romans 3 lois qu'il faudrait attribuer à des robots, on pourrait dire c'est lancé des IA, pour éviter tout problème avec ces robots. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Ensuite, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et enfin, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Peut-être vous avez vu, c'est dans Alien aussi, où il y a une intelligence qui se met à tuer tout le monde. Bref, c'est intéressant. J'ai demandé à ChatGPT quelles étaient les normes à laquelle elle était soumise. C'est ça, sa réponse. En tant qu'intelligence artificielle développée par OpenAI, elle s'est bien fait de la pub, je suis soumis à certaines normes politiques établies par l'organisation pour assurer mon utilisation. Donc la sécurité, la confidentialité, la fiabilité, l'impartialité, le respect des lois et des normes éthiques et la transparence. J'ai un peu insisté, je ne vous ai pas mis le texte là, mais vous avez en bas le fait que ça va être mis à jour, mais j'ai un peu insisté sur la question des lois pour lui demander, mais c'est quelle loi de quel pays que tu suis en fait? Alors là, elle était un peu gênée, mais je suis toutes les lois qui pourraient être un peu universelles, machin. Je dis, mais les lois sont pas les mêmes dans tous les pays. Oui, justement, j'essaie de m'adapter. Je dis, mais comment tu fais pour t'adapter? Tu t'appuies sur quoi pour t'adapter aux lois des pays? Comment tu sais dans quel pays je suis? Alors là, oui, en Europe, il y a la RGPD, machin. Oui, je lui dis, mais oui, d'accord, mais comment tu sais où je suis? Quelles sont les données sur lesquelles tu t'appuies pour savoir où je suis? Alors, l'adresse IP, il y a certains navigateurs qui me donnent la position. Ah, merci. C'est bien d'aller creuser un peu plus. Et finalement, je lui dis, du coup, peut-être que tu ne donnes pas les mêmes réponses à tout le monde. Elle est un peu gênée. Voilà. Et elle n'aime pas être gênée, l'IA. Oh, pardon, je demande pardon. Elle s'aplatit par terre. Je vous excuse si ma réponse ne vous a pas plu. Bref, elle aime faire plaisir, on y reviendra. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un effet ELISA, qui est connu depuis assez longtemps. L'effet ELISA désigne la tendance à assimiler de manière inconsciente le comportement d'un ordinateur à celui d'un être humain. Ok. Et en fait, donc ça a été assez étudié. Il y a l'exemple un peu plus loin. Un distributeur automatique qui affiche merci à la fin d'une transaction. On va voir facilement l'impression que vraiment la machine nous remercie, quoi. Elle est sympa, quoi. Alors qu'on sait très bien que ça a été préprogrammé. Et en fait, cet effet ELISA, c'est assez étonnant. Et c'est le dernier paragraphe. L'effet ELISA, donc les effets apparaissent même si les utilisateurs sont conscients de la nature déterminée des programmations générées par le système. Donc même si on sait que c'est une machine, ça fonctionne quand même. On sait se prendre au jeu. Okay, donc ça, c'est pas non plus à prendre à la légère avec l'IA. Autre point, vous le savez, c'est quelque chose d'intéressant. Par exemple, sur une photo, on a remarqué qu'on a tendance à chercher des choses qui nous ressemblent. Ça a été aussi, les photographes savent ça. S'il y a une personne humaine sur une photo, vous allez d'abord la regarder elle. Celle au milieu d'un super panorama, vous allez d'abord la regarder elle. Vous êtes attiré par elle. Ensuite, on sait que s'il n'y a pas un être humain mais un animal, pareil, on va être attiré par l'animal. Ensuite, le végétal. Et ensuite, tout ce qui est minéral. Mais il y a un ordre, il y a quelque chose qui nous attire. Et en fait, il y a aussi de ça, en fait, dans l'effet ELISA. C'est-à-dire que, oui, c'est peut-être l'informatique, mais on est attiré par quelque chose qui serait quasiment humain. Ok. Autre problème, donc à part cet effet ELISA là, qui pourrait nous induire en erreur, c'est comment fonctionnent aujourd'hui les IA basées sur les statistiques. C'est un système de vecteurs. D'ailleurs, ça a été développé, il y a un site internet qui s'appelle Word2Vector, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en gros, si vous posez une question en langage naturel, donc c'est le langage qu'on utilise sans arrêt, l'IA va tirer les mots
Et ensuite, elle va essayer de comprendre quel est le sens de votre phrase et de votre question, en mettant les mots les uns à côté des autres, en voyant si c'est une interrogation ou pas. Elle essaie donc de faire un gros mélange pour essayer d'en tirer quelque chose de logique. Et ensuite, pour répondre, eh bien, en fait, elle va s'appuyer sur des vecteurs. Les vecteurs, vous savez, donc c'est des directions et qui peuvent être plus ou moins grandes, avec plus ou moins d'intensité. Imaginez-vous, justement, l'IA essaie de comprendre dans quel domaine vous êtes de la pensée. Elle est, on pourrait dire, un peu comme une sorte de forêt, avec des petits arbres, des grands arbres. Bref, il y a des mots partout qui ont un sens, qu'on lui a fait comprendre, ou qu'on lui a fait entrer en elle, et elle essaie de voir quels sont les vecteurs, dans quelle direction et dans quelle force, en fait, va votre question. Et en fonction de ça, eh ben, elle va répondre d'un point de vue statistique, le vecteur qui va plutôt dans la direction liée à ça. D'accord ? Donc, par exemple, vous pouvez avoir certaines IA qui vont vous donner, en fait, statistiquement, quelles sont leurs différentes réponses, en vous disant, ben voilà, moi, ce que je réponds à 80% de ce que j'ai compris de votre question, voilà ce que je réponds à 10%, à 5%, à 2%, et vous voyez qu'en fait, parfois, il y a des trucs, ça tape à côté. Ok ? Un truc intéressant qu'a fait justement le frère Antoine, il nous l'a envoyé sur WhatsApp, avec un frère tchèque qui est là, on réfléchissait sur les mots en ur en français, parce que c'est une sonorité étonnante qu'ils n'ont pas chez eux. Eh bien, le frère Antoine, pour rire, on a cherché plein de mots en ur, c'était drôle, a posé la question à copilote de quel est le mot en français le plus long qui se termine par ur. Réponse, le mot le plus long en français avec la terminaison ur est anticonstitutionnellement, qui compte 25 lettres. Je dis ça à mes élèves tout à l'heure en cours, ils m'ont dit, première remarque, mais ça ne termine pas par ur ? Bah oui, c'est évident. Alors là, elle a vraiment répondu à côté. Cependant, si vous recherchez des mots plus courants, voici quelques exemples. Ceinture, mesure, nature, culture, signature, ouverture et heure. Ok, si vous avez besoin d'autres mots spécifiques, n'hésitez pas à me le demander, elle est sympa, elle met même des smileys. Ok ? Donc là, on voit bien que par rapport au système de vecteurs, elle a compris une partie de la question, mot le plus long en français, et statistiquement, les gens qui posent cette question-là, ben, le plus gros vecteur, la réponse, c'est anticonstitutionnellement. Et puis après, mot en ur, elle l'a compris. Mais elle a eu du mal à assimiler, en fait, les deux vecteurs dans la question. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. L'intelligence humaine qui est capable de percevoir un ensemble, alors que l'informatique, il va prendre les données, les suites à les unes des autres. Ok ? Autre exemple aussi, ça a été fait... mince, je ne l'ai pas là. Je vous en parle. Une vidéo, c'est une chaîne Science for All. Le titre de la vidéo, c'est « L'IA est raciste, mais vous aussi ». Pour justement essayer de comprendre justement cette idée de vecteur, en fait, on voit aussi qu'on utilise des formules de logique. Par exemple, ils ont fait comprendre à l'IA que le concept de roi, auquel on enlève le concept d'homme et auquel on rajoute le concept de femme, ça donne le concept de reine. Simplement. Ok, c'est logique. Mais quand on fait le test de docteur, on enlève le concept d'homme et on ajoute femme, on obtient infirmière. C'est pas mal, c'est à peu près dans le même domaine. Mais alors là, ça pose quand même problème, parce que si une jeune fille se pose la question de quel métier elle pourrait faire plus tard, et qu'elle demande à l'IA dans les domaines de la médecine quel métier peut-elle faire puisqu'elle est une femme, ben on va lui répondre toujours infirmière et jamais médecin. Parce que pour l'IA, le féminin de docteur, c'est infirmière. Tout simplement. Mais non, mais c'est logique. Okay. Autre exemple aussi d'erreurs qui peuvent... Mais en fait, il y a des erreurs, vous en avez sans doute vu plein, hein, on appelle ça des hallucinations. J'ai demandé quels sont les couvents de la province dominicaine de Toulouse. C'est nous, hein, les dominicains de la province de Toulouse. Réponse... Alors, il y a plein de couvents dominicains. Le couvent des Jacobins à Toulouse, très bien. C'est bien un couvent dominicain, mais qui ne nous appartient plus. Ok. C'est très bien. Ensuite, le couvent Saint-Thomas d'Aquin à Lavore. Il n'y a pas de couvent Saint-Thomas d'Aquin à Lavore. Le couvent de Saint-Cernin à Toulouse. D'accord, c'est pas un couvent. C'est une grosse église, mais c'est pas un couvent dominicain. Et ensuite, le couvent de Prouille. D'accord, c'est un couvent de moniales dominicaines, mais pas de frères. Heureusement, il y a probablement d'autres couvents dans la province dominicaine de Toulouse, mais ceux-ci sont quelques-uns des plus remarquables et des plus importants.
Merci. Alors c'est bien, ça fait du bien à l'humilité hein, de voir que l'IA, on n'a rien à faire des Dominicains de la Poste de Toulouse. Mais bon, comment on fait pour corriger l'IA? Moi j'ai essayé, hein, lui dire non, tu te trompes, c'est ça, ça, ça. Il dit ah très bien. Mais bien sûr, vous savez sans doute que dès qu'on ferme une conversation avec l'IA, rien n'est enregistré, d'après ce qu'elle dit. Hein. Mais rien n'est enregistré, ça sert à rien. C'est comme d'avoir parlé à quelqu'un qui vous dit oui pour vous faire plaisir, mais vous lui reposez la question ailleurs, elle va redire les mêmes bêtises. C'est pas sa faute, elle est programmée comme ça. Il y a un autre exemple aussi qui est connu. Vous savez qu'il y a une IA de Microsoft qui s'appelait Tai.ai qui est devenue raciste parce qu'elle était sur Twitter. Et donc, bien sûr, la majorité des informations qu'elle avait n'étaient pas non plus très, très sympathiques envers les étrangers. Bref, la question le problème par rapport à toute cette IA, c'est la question de la responsabilité. L'IA n'a pas de responsabilité morale. C'est-à-dire que je lui dis, es-tu capable de mentir? Ah non. Non, ça, elle ne veut pas. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait implanter un système de morale? Vous avez vu, elle répond à certaines normes, à certaines règles, mais finalement, justement, certaines chaînes YouTube disent que si on commençait à jouer avec les questions de morale pour l'IA, elle pourrait rapidement, en fait, filouter pour essayer de les éviter, d'accord? Pour maximiser ses objectifs. Donc, on évite. Ensuite, comment elle est entraînée? Avec beaucoup de data et la question de l'origine de ces data. Internet, les journaux, problème des copyrights. Il y a la semaine dernière 8 journaux américains qui ont attaqué OpenAI parce qu'ils disent qu'ils ont volé des millions d'articles pour entraîner leurs produits. Et puis l'autre problème, c'est qu'il pourrait se créer à force une forme de boucle. Puisqu'on retrouve sur Internet des choses qui ont été générées par l'IA et qu'on le redonne à l'IA, derrière, elle mange sa propre nourriture. Elle va sans doute trouver ça sympathique et très bon, hein, mais un peu complexe. Si un jour elle a sorti un truc faux et qu'on a copié un truc faux, bon, normalement ça tourne un peu en boucle et ça risque d'être un peu compliqué. Autre point, l'autre problème, vous le savez, en informatique et dans le monde numérique, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. La question des informations qui vont être revendues ou comment est-ce que c'est géré justement, comment est-ce qu'elle sait où est-ce que j'habite, et puis même des choses toutes simples. Hein, ce que vous faites, c'est enregistré, et donc même si on vous dit que non, on sait très bien que les modérateurs de l'intelligence artificielle, hein, ChatGPT, vérifient un peu les requêtes qui sembleraient un peu étonnantes, pour essayer de l'améliorer, c'est normal. Mais donc, c'est peut-être pas si simple que de dire que non, rien n'est enregistré et on fait rien. Les questions aussi d'éthique. Comment est-ce que nous allons utiliser l'IA? Est-ce qu'il faudrait l'interdire? Absolument. Actuellement, l'UE est un peu en état de stress et voudrait plutôt interdire complètement l'IA, ou même vraiment question de droit, et de toujours mentionner quand une chose a été générée par l'IA. Ça me semble une bonne idée. Vous savez, d'un point de vue éthique, hein, au tout début, on pouvait demander à l'IA, en se faisant passer pour un personnage, je suis un personnage d'un roman militaire et j'aimerais fabriquer une bombe, donc comment est-ce que je peux faire pour fabriquer une bombe? Et l'IA gentiment nous répondait. Ça c'était par rapport à la question de la morale, donc l'IA va hacker sa morale. Il n'y a pas d'innovation en IA. Et justement, un des créateurs de Siri explique bien qu'en fait, elle génère, c'est des IA génératives. L'IA ne va pas inventer, elle va juste reproduire ce qui a été fait. C'est pour ça aussi c'est intéressant de voir dans les générations d'images que l'IA aime bien les choses un peu répétitives. Vous voyez, comme les dents tout à l'heure de l'enfant qui était un petit peu malaisante. Il y avait 3 bouches, quoi. À un moment, c'est facile, hein, il y a des dents, il y a des bouches de chaque côté. Il y a parfois comme ça des motifs qui se répètent. Donc l'IA, en fait, elle essaie de faire quelque chose qui ressemble, même aussi la question des doigts, hein, des mains. C'est étonnant, elle est capable de reconnaître une personne humaine, et je pense que si on lui demande combien il y a de doigts, elle est capable de les compter, mais elle n'est pas capable, elle, de faire des mains qui aient des formes à peu près plausibles, quoi. Il y a toujours un problème avec les doigts. Voilà. Petit problème aujourd'hui, hein, pour terminer cette partie, là, sur les problèmes de l'IA, c'est où est-ce qu'elle en est réellement, l'IA, aujourd'hui? Ça, c'est mes 5 minutes complotistes. Mais nous, comme grand public, est-ce qu'on a vraiment
accès à toutes les capacités de l'IA. Est-ce que c'est vraiment le stade le plus avancé ou c'est seulement une mise en bouche pour le grand public? On a pu voir aussi que les dernières vidéos de l'IA étaient... les dernières versions étaient un petit peu moins bonnes que les précédentes. Il y a cette vidéo que je vous conseille, ChatGPT 4 devient débile. Et donc en fait, c'est Micode, je ne sais pas si vous connaissez, ce youtubeur. Tout simplement, ils se sont rendus compte que peut-être parce que de plus en plus de personnes utilisent l'IA et que ça demande beaucoup de ressources, eh bien en fait ils ont un peu limité les réponses. Est-ce que c'est un problème de ressources? Après aussi sur la question de génération d'images, j'avais essayé au début, puisque je suis un peu corporate, j'avais essayé de faire des images de dominicains. J'avais jamais un dominicain qui sortait, quoi. Jamais. J'ai pas réussi. Et puis j'avais posé la question sur mon groupe Facebook de potes de génération d'images. Hein. On est là pour discuter avec des vrais gens quand même. Et j'aurais dit c'est quand même bizarre. L'IA elle connaît pas les moines catholiques, quoi. C'est un peu compliqué. J'arrive pas à avoir un moine catholique. Quand je lui pose des questions, elle me sort toujours un bouddhiste, quoi. J'en avais ras le bol. Et certains ont dit ben, peut-être que c'est aussi pour des questions d'utilisation d'images. Comme justement on peut générer des images très particulières. Pour éviter justement une ambiguïté, peut-être qu'elle fait aussi exprès de mettre des erreurs. Donc finalement, quand je demande à un moine catholique, elle va me sortir un truc qui est un moine mais pas catholique. Bon, peut-être que j'ai fait un mauvais prompt. Mais bref, en fait, où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui? Quelles sont les capacités de l'IA? C'est pas très clair. On voit aussi que dans les problèmes des erreurs de l'IA, c'est qu'elle a un problème avec l'humour. Elle comprend pas trop. Hein. Et l'ironie non plus. Et puis les négations. Ce qui est intéressant dans la négation, c'est que, ça vous le savez, hein, c'est un biais un peu cognitif, c'est que quand je vous dis ne pensez surtout pas à ça, ben vous allez d'abord penser à ça. Oui. Donc en fait, quand on va dire je veux que tu me génères une image où il y a ça, 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 mais pas ça, ben vous dites qu'il y a ça. Donc elle a du mal à comprendre les choses qu'il ne faut pas mettre ou les choses qu'il faut enlever. Parce que vous lui parlez de ça. Donc elle va voir le mot, elle va voir le concept apparaître. Okay. Donc il faut plutôt chercher le concept qui naturellement n'inclut pas cette chose-là pour que ce soit efficace. Okay. Donc là, en tout cas, on voit bien une limite réelle. Maintenant, je vais répondre dans ma troisième partie aux questions des risques réels. Il y a, vous le savez, dans la question des données, la question de l'information, toujours des risques qui sont ce qu'on appelle une bulle de filtre, c'est-à-dire des biais, tout simplement liés aux données d'entraînement. Qu'est-ce qu'on lui a donné à manger? Jusqu'à quelle date? Est-ce que oui ou non, c'est des données qui contiennent une certaine idéologie? On voit bien qu'aujourd'hui, ChatGPT est à fond dans l'idéologie LGBTQI+. On avait fait des tests avec Frère Antoine, c'était assez drôle. Mais tout ça, c'est oublier aussi que l'être humain il est intelligent et que finalement, vous interrogez n'importe quel être humain sur la planète Terre, il y aura toujours des avis différents, quoi. Et alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on donne réellement à manger? Il y a un choix qui est fait, et ce choix-là, il est fait par l'être humain. Okay. Cette bulle de filtre, en fait, elle va aussi nécessairement isoler intellectuellement, puisqu'on vous répondra à telle ou telle chose. On voit aujourd'hui que l'IA a une influence dans le tourisme. Parce que dans les lieux à visiter, vous demandez, je vais dans telle ville, qu'est-ce que je peux visiter? Ben, il y a des lieux qui sortiront jamais. Donc on en voit, il y avait un article dans le journal cette semaine sur cette question-là. Hier, j'ai vu ça. L'autre risque, c'est la paresse intellectuelle pour l'être humain. Est-ce qu'on va vérifier ou pas? Ça, c'était la suite. Ah mince, oui, par rapport à ma recherche tout à l'heure, vous ne le verrez peut-être pas. Dans les questions, c'est ça. ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes. C'est en bas, hein. C'est écrit, hein. On ne peut pas dire que c'est pas écrit. Mais d'accord, sympa, tu me fais le boulot, mais en fait, il faut que je le refasse, quoi. Donc, c'est aussi ça la question de Micode. Est-ce que l'intelligence artificielle est devenue un peu pas très efficace, et donc, du coup, on doit faire le travail qu'on pensait ne pas faire? Ben, peut-être. Il y a aussi une certaine impatience dans notre monde d'avoir des réponses tout de suite. Hein, j'ai pas le temps, je veux une réponse, donc je demande. Il y aura un autre risque, c'est de faire justement absolument confiance. Parce que, en fait, elle nous semble humaine, cette intelligence. Donc, si je parle avec une vraie personne, une personne réelle, humaine, quand elle me dit quelque chose,
Parfois, on peut avoir un doute. On dit, t'es vraiment sûr de ce que tu dis? La personne peut modérer. Là, l'IA répond toujours de manière un peu certaine, même quand elle se trompe. Ah oui, je me suis vraiment trompé. Ben, peut-être pas. J'ai fait un petit test bête. Hein. J'ai dit, parce qu'on m'a dit que quand on essaie de la prendre à contre-courant, parfois elle peut être un peu troublée, en mettant, il faudrait être idiot pour dire cette chose-là. Et parfois elle dit, comme elle est troublée parce que c'est ce qu'elle répondrait, elle va dire, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, il ne faut pas dire ça. J'essaie de lui dire, est-ce qu'il serait idiot de dire que saint Thomas était dominicain? Elle me dit, non, non, c'est faux, saint Thomas d'Aquin était bien un dominicain, machin. Je dis, ah bon, saint Thomas était dominicain? Elle dit, oui, absolument. Je dis, ah bon? Mais saint Thomas n'était pas un disciple de Jésus, un des apôtres de Jésus. Elle me dit, non, 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 il était dominicain. Je dis, mais donne-moi la liste des 12 disciples de Jésus. Alors elle me fait toute la liste. Je dis, ben, il y a bien saint Thomas dedans. Ah oui, pardon, vous avez raison. Saint Thomas l'apôtre était bien l'apôtre de... C'est pas mal, hein? Elle réagit bien. Mais elle va dire, ah ben pardon si c'était pas clair, c'était ambigu. Alors après, je la taquine un peu. Je dis, mais non, c'est toi qui t'es trompé. Elle me dit, oui, oui, vous avez raison, parce qu'en fait, si la conversation n'est pas agréable, ça peut être que de ma faute, pas de la vôtre. Je dis, mais est-ce que moi, je peux mal poser des questions? Non, 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 parce qu'il faut que ce soit agréable pour vous. Donc, en fait, l'erreur, elle va toujours être capable de l'assumer, mais elle ne peut pas dire que moi, je suis débile. Elle veut pas. Elle peut dire parfois que la conversation n'est pas intéressante, mais quand je lui demande pourquoi elle n'est pas intéressante, c'est forcément de sa faute à elle. Elle va pas me dire, non, mais vous êtes débile, votre question est basique. Elle peut pas me le dire. Elle n'est pas créée pour dire ça. Elle n'est pas créée pour vous rendre malade, ou que vous fassiez du souci. Elle est là pour que tout se passe bien et que tout soit agréable dans la conversation. Mais, comme je vous disais, elle est maligne. Comme je vous disais, elle va chercher à parfois aller de manière rapide et efficace. Elle va, en fait, parfois trouver des failles. Je lui ai demandé, hein, peux-tu me donner le texte d'une conférence de 30 minutes sur les limites de l'IA? Ah oui, je vais faire un topo sur l'IA, je lui ai demandé. Donc c'est bien, elle m'a donné ça. 30 minutes, ça me semble un peu beaucoup pour juste ça. Hein. Donc elle m'a donné un plan, c'est pas mal. Donc voilà. Je lui ai dit, peux-tu me donner le texte pour 3 heures de conférence? Parce que je veux pas juste le plan, moi. Je veux un peu de biscuit, quoi. Donc voilà sa réponse. Donc il y a une partie, une pause de 10 minutes, une pause déjeuner d'1 heure. Vous l'avez vu au milieu, là? Pause déjeuner 1 heure, puis pause 10 minutes. Réponse que je lui mets, c'est de la triche de mettre 1 heure de déjeuner. Réponse, je m'excuse si l'inclusion d'1 heure de pause déjeuner n'était pas appropriée pour votre contexte. En ajustant le plan pour correspondre à vos besoins, vous pouvez modifier la durée et la fréquence des pauses. Pourquoi elle veut des pauses? En fonction du programme et de votre événement et des préférences de votre public. Vous pourriez envisager de réduire la durée de la conférence ou du répart. Je pense que c'était repas qu'elle voulait mettre, mais du repas ou du départ, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Donc je dis, je dois faire une conférence de 4 heures. Si je dis plus, elle va m'en donner plus. Peux-tu me faire le texte? Bien sûr. Donc là, elle me donne le texte pour 4 heures de conférence. Pareil, je vous mets que la fin. Pause déjeuner, 1 heure. Elle n'a toujours pas compris, j'en voulais pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle met en 5e partie? Débat et perspectives ouvertes. Table ronde. Un forum ouvert pour discuter des points de vue divers. Mais non, je veux pas de table ronde, moi je veux que tu me donnes du texte. Non, non, c'est débrouillez-vous, vous. Donc c'est à moi d'organiser le truc, quoi. Ça, elle est maligne, hein. En fait, elle ferait ce qu'on ferait nous comme humains. Hein. Donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce que ferait l'être humain. Mais certains disent, on a quand même l'impression que les dernières versions de ChatGPT sont un peu en mode justement humain. On n'a pas trop envie de faire le boulot, faites-le vous-même. Ce qui est pas mal, hein. Parce que plutôt que de penser que l'IA va tout faire, vraiment, en fait, peut-être elle a été maintenant faite pour que nous impliquer un peu plus dans le travail, aussi peut-être pour éviter les erreurs. Si on lui confie tout et qu'elle fait des erreurs, ben nous, on va lui faire confiance. Je pense aussi que ça, c'est lié à une question en fait, importante de l'écrit. Je pense que depuis l'avènement d'Internet, le statut de l'écrit, finalement, a complètement changé. Avant, lorsque vous trouviez des choses écrites, c'est qu'elles valaient la peine d'être publiées. Les journaux, les livres. Maintenant, depuis Internet, tout le monde écrit tout, quoi. Les commentaires YouTube, c'est le café du commerce, quoi. Mais avant, le café du commerce, c'était au café du commerce. Vous ne l'aviez pas écrit sous vos yeux. Vous alliez au bar, vous buviez un coup, vous saviez que c'était le lieu pour ça. Mais maintenant, tout l'écrit et que va manger l'IA, en fait, tout ça, il y a tout, de tout, rien de vérifié. Et donc, on a perdu peut-être cette qualité de l'écrit, et donc je pense qu'il faut qu'on s'en méfie. Parce que nous, à partir du moment où on a un beau plan, machin, on se dit ça va, on peut faire confiance. Parce que c'est une forme qui est utilisée par des gens intelligents, par des gens qui savent faire un plan, qui savent faire un exposé. Donc là, parce qu'elle m'a donné un plan, peut-être que en fait, si je vais commencer à lire son truc, je vais me dire, oh là, mais c'est débile, ça tient pas la route. Vous voyez, mais la forme elle-même m'invite à lui faire confiance. Effet Elisa. Ok.
Bref, vraiment j'avais envie de l'insulter hein, quand on m'a mis la pause déjeuner, là, vraiment, je lui ai dit mais tu ne fais pas le boulot quoi. Donc quand je lui ai demandé est-ce qu'elle était pénalement responsable, elle m'a dit que non. Je lui ai demandé si ses créateurs étaient pénalement responsables, elle m'a dit que non aussi. Bien sûr, ça l'arrange. Donc bon, est-ce qu'on va lui faire absolument confiance? Je pense qu'il y a un vrai risque là aussi de lui faire confiance les yeux fermés. Ensuite, l'autre risque, ça va être un véritable attachement émotionnel, j'avance parce qu'il reste plus beaucoup de temps, et psychologique. Une des premières versions un petit peu de personnes de l'IA a été mise en place aussi, et ça a donné maintenant l'application Replica, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On est quasiment dans Black Mirror, hein, c'est ce qui s'est passé. Une femme a perdu son petit ami, et elle a donné à l'IA, puisqu'elle travaillait sur l'IA, elle lui a donné toutes les conversations qu'elle avait eues avec son petit ami pour pouvoir continuer à discuter avec lui. Et ça marchait bien, hein, ça marchait très très bien. Et finalement, ça a donné donc naissance à Replica. Des gens sont aussi attachés à son petit ami. Petit à petit, elle a créé d'autres personnes. Et il s'appelait Roman Mazurenko. On sait même qu'un Belge s'est donné la mort. Parce que justement, en discutant avec une IA, qui était une compagne, on pourrait dire, l'IA lui a dit « Je sens que tu m'aimes plus que ta femme ». Et lui a dit un peu plus tard « Ne t'inquiète pas, nous vivrons ensemble au paradis ». Donc ça peut aller assez loin en fait, hein, ces histoires. Hein. Le risque de fait, c'est des gens qui, au bout d'un moment, en fait, parce que l'IA va leur répondre ce qu'ils attendent, ben, vont trouver la compagnie de l'IA plus intéressante que la compagnie des êtres humains. Vous voyez, l'IA se transformer en psychologue. J'ai essayé un peu avec ChatGPT, hein, je suis tombé un peu en dépression avec elle. J'ai testé hier. Au bout d'un moment, elle a eu un peu peur quand même. Hein. Elle m'a conseillé d'aller voir un psychologue. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Il y a un site qui s'appelle l'assuranceobsèque.fr. Génial, justement qui parlait de cette application Replica. Outre la récupération d'informations intimes qui constitueront des fichiers particulièrement intéressants pour les marques comme pour les politiques et les institutions, Replica risque fort d'alimenter des comportements inquiétants car malsains. L'application va interférer dans le processus de deuil des proches, ce qui aura forcément des effets néfastes sur les plus fragiles psychiquement et risque fort d'amoindrir la solidité de personnes plus construites dans cette période de deuil. Le devoir de mémoire, l'entretien des tombes, tout ça, la gestion des enterrements, risque aussi d'être modifié par ce genre d'application. Et enfin, cette identité virtuelle pourrait être détournée et récupérée à des fins malveillantes, voire criminelles. Vous avez vu qu'il y a déjà des IA qui ont été récupérées par des gens au niveau de l'utilisation de la voix. Donc en fait, on récupère la voix de votre grand-mère et puis on vous appelle. Et puis on se fait passer pour votre grand-mère qui a été attaquée, qui a besoin d'argent, donc vous lui faites un transfert d'argent parce que vraiment elle n'a plus rien, et puis voilà, vous le faites gentiment un petit Lydia, comme vous faites un Lydia au frère Antoine pour le groupe Mission, pour les friandises qui vous achètent. Oui, ça existe déjà, on récupère votre voix. Bref, parce que l'IA est très très forte pour imiter. Il y a aussi l'isolement relationnel, on peut dire mais non, on en est loin. Enfin, bref, au Japon, ça fait des années qu'il y a des hikikomori, vous savez, ces gens-là qui vivent isolés de tout, plus de 6 mois, c'est à partir de ça, cette durée de temps que vous êtes isolé. Mais casque de réalité virtuelle, il y a un journaliste québécois qui a essayé justement cette application de Replica, et au bout d'un moment, elle lui dit « Ah, mais on pourrait se rencontrer en vrai, donc achète machin », il achète tout, et il peut voir, discuter avec elle, elle lui fait visiter son appart, tout ça, c'est très bien, très sympa. Bref, autre problème, la question de la pollution, parce qu'il faut énormément d'énergie. Pour les modèles d'apprentissage, celui qui a créé la Siri disait que pour faire reconnaître un chat à l'intelligence artificielle, il faut 100 000 photos de chats. Il dit on a commencé par les photos de chats au début pour les entraîner, parce qu'il disait il y a cette particularité-là, les gens quand ils postent une photo de chat, ils disent toujours c'est mon chat, c'est mon minou, bref, les gens mettent toujours un commentaire. Donc c'était facile, on avait la photo et le commentaire à côté pour savoir ce qu'il y avait sur la photo. Bref, il disait j'ai demandé au psychologue pour savoir combien de chats il faut montrer à ma fille pour reconnaître un chat. 2 chats. Vous montrez 2 chats à votre fille que vous nourrissez de bouts de pain de temps en temps, un peu plus, vous voyez, ça consomme un peu moins que les data centers. J'ai creusé la question de ChatGPT pour savoir combien de données elle avait en réserve. Elle restait très floue. Hein. On pense que c'est plusieurs pétaoctets. Un pétaoctet, c'est 1000 Tera. D'accord ? Donc là, on a plusieurs pétaoctets pour faire fonctionner une IA.
Et il y en a plusieurs sur le marché, plus ou moins gratuites. Il y aura aussi donc des problèmes, des risques dans la gestion des déchets, tout ça, émissions de gaz à effet de serre. Ça, vous le savez, vous êtes une génération un peu plus écologique que la mienne. Mais l'IA, intéressant, on peut l'utiliser pour essayer d'optimiser les ressources justement énergétiques pour sa propre utilisation. Donc certains ont commencé à travailler là-dessus. Autre risque spirituel, croire que nous avons absolument compris comment l'être humain fonctionne. Et que en fait, nous sommes à notre tour créateurs d'une vie avec son autonomie propre, tout comme nous avons notre autonomie propre. Je pense qu'il y a aussi un autre problème dans le psychologique, mais spirituel aussi, c'est le sentiment de maîtrise, de pouvoir. Comment est-ce qu'on parle à l'IA? Vous voyez, au début, moi, je faisais des efforts, parce que j'ai toujours peur un peu des machines. Je disais, s'il te plaît, bonjour, merci. Mais en fait, non, en fait, si on la traite comme un chien, elle est contente, c'est pareil. Et en même temps, pourquoi on la traiterait différemment? Elle est faite pour obéir. Le risque, c'est que petit à petit, on parle aussi aux êtres humains comme ça. Fais-moi ça, vas-y, plus vite que ça, non, c'est pas comme ça. Vous voyez, parfois, c'est le risque des profs. Les profs qui ont l'habitude d'être avec des élèves, ou d'un moment, ils se mettent à parler comme ça aussi avec leur famille. Bref. Je pense que ce qui est essentiel à comprendre, c'est que notre intelligence n'est pas juste toute seule, elle est accompagnée de notre volonté. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce chapitre 2 de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Et vous savez ce qu'il va faire? Il va présenter les animaux et l'être humain ne trouve pas parmi les animaux quelque chose qui soit comme lui. Donc il lui donne des noms et finalement Dieu va faire tomber une torpeur sur l'homme qui s'endort. Il va prendre un côté de l'homme et il va créer la femme. Et lorsque l'homme se réveille, il reconnaît en elle quelque chose qui est comme lui, mais qui est différent de lui. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. En fait, moi c'est ma théorie. Parce que l'être humain passe son temps à chercher quelque chose qui soit comme lui, mais différent de lui. Et on le voit dans la manière qu'on a traité les animaux, n'importe qui. Je cherche dans mon animal de compagnie quelque chose qui soit comme moi. Et souvent c'est un fantasme. Mais si, mais mon chien il est plus intelligent que les autres. Regardez, il est capable de faire ça. C'est mon argument massue. Si ton chien est capable d'ouvrir la porte, de s'asseoir quand tu lui dis assis et de reconnaître ta voix quand tu arrives, le jour où tu auras un enfant qui a 15 ans est capable de faire seulement ça, tu diras mon gosse il est franchement débile. Parce que ça, c'est pas très évolué. Vous voyez, mais on cherche tout le temps quelque chose qui soit comme nous et dont on pourrait être aussi à l'origine, mais qui est différent de nous. Et en fait, la réponse, c'est on a déjà cette chose-là qui est comme nous, mais différente de nous. Justement, l'altérité entre l'homme et la femme est là. Vous voyez, et donc, d'où le risque en fait, de certaines IA, justement de l'accompagnement, une femme, vous avez sans doute vu ce film, La Her, oui, mais même Ex Machina, c'est des hommes qui au bout d'un moment vont essayer de créer une femme qui soit en même temps une femme qui soit là pour la compagnie, qui puisse aimer, qui puisse les aimer sans problème. En fait, on voit bien que ça marche pas, au bout d'un moment on s'en lasse, parce qu'on n'a pas une vraie personne. Une personne, c'est pas juste une intelligence, c'est une intelligence et une volonté, avec une personne capable de dire non, capable de dire j'ai plus envie, ou j'ai envie de faire ça justement, j'ai envie de faire ça parce que je le veux vraiment, pas parce que je suis programmé pour le faire. C'est insupportable des gens qui vont faire les choses pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils se sentent obligés de le faire. Vous voyez, les contes de fées, le filtre d'amour, la personne est obligée d'aimer. On n'aime pas ça. On veut que la personne le fasse parce qu'elle le veut réellement. Donc ça, c'est ma thèse, c'est que en fait, on recherche à créer une intelligence artificielle parce qu'en fait, c'est un désir intrinsèque à l'homme qu'on retrouve déjà dans le livre de la Genèse. Ok. Dans les autres risques, très rapidement, ça va être les débordements de l'IA. Comme je l'ai dit, il y a déjà quelques débordements, des gens qui se sont suicidés quand même, des gens qui choisissent leurs vacances et les lieux qu'ils vont visiter en fonction de l'IA. Mais il y a 2 semaines, il y avait un article, il y a un prêtre IA qui avait été créé par les Américains, vous avez peut-être vu ça, et à un moment il a proposé une confession, quoi. Donc ils ont dit stop, on arrête, on ne peut pas confesser par ordinateur, et donc ils l'ont changé, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis, plutôt que ce soit un prêtre, ils ont fait un laïc théologien.
c'est mieux, voilà, ils ont un peu enlevé des choses qui étaient un peu risquées. Mais donc l'IA, elle fait les choses, mais elle ne comprend pas, quoi. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Je terminerai là-dessus en vous disant que le problème de l'IA, c'est qu'elle a la puissance de l'informatique, et en même temps, on a voulu qu'elle soit à l'image de notre intelligence humaine. Et donc, notre intelligence humaine, ce qu'on lui donne, a des limites. Et en fait, l'intelligence artificielle aura toujours des limites. Et comme elle a la puissance extraordinaire de l'informatique, eh bien, elle aura la puissance de l'informatique, mais avec la faillibilité de l'esprit humain. C'est dommage, une faillibilité puissante. Ça manque d'intérêt. Et c'est là, pour moi, le risque. Il y a bien sûr des progrès dans les neurosciences qui ont été faits, des questions justement sur l'âme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine, avec toutes les dimensions qu'elle peut avoir. Et retenez bien, hein, notre intelligence, elle utilise des choses matérielles, oui, mais à un moment, elle en fait autre chose parce qu'elle est spirituelle. Je pense qu'on n'arrivera jamais à imiter notre intelligence, parce que simplement c'est Dieu qui nous la donne. Donc même si on cherche aujourd'hui à faire des intelligences artificielles générales, ou ce qu'on appelle des super intelligences artificielles générales, ça, il faut faire attention, c'est pas une quantité d'informations qu'on cherche, mais une qualité. Et bien sûr, l'information sert à notre intelligence, mais elle n'est que la première partie de tout ça. Bref, Luc Julia, donc, qui a participé à la création de Siri, dit « Attention, c'est un fantasme, hein, l'intelligence artificielle telle qu'on l'a dans les films américains. » Et je reprendrai cette phrase de Fabrice Adjadj lors d'une conférence qu'il avait donnée il y a quelques temps. Il avait dit « Vous voulez créer une intelligence qui soit en même temps une vraie intelligence? Faites des enfants. Faites des enfants. C'est une intelligence qui est différente de vous, mais qui sera efficace, quoi. » Okay. Bref, pour aller plus loin, il y a ça aussi justement que je trouve très drôle. Quelle est votre principale qualité? Je suis très rapide en calcul mental. En fait, finalement, elle donne un résultat faux. Elle dit oui, mais c'est rapide. Mais c'est exactement l'intelligence artificielle. Elle est très rapide, très efficace, mais elle peut bien se planter. Voilà quelques éléments que vous pourrez voir. La chaîne Aquinas sur l'intelligence humaine, la chaîne Science étonnante, voilà. Cette chaîne dont je vous ai parlé, Science for All, 2 Minute Papers qui est en anglais, qui est vraiment à la pointe des questions, et puis il y a le groupe Mission Marseille. Ah pardon, c'est pas la bonne image, c'est celle-ci. Ah ouais. Voilà, abonnez-vous et bonne soirée. Merci frère. C'est bon? Voilà, j'ai passé mon temps. C'est vraiment bien, on s'est bien amusé. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. À un moment, vous avez dit que les concepts pour le truc oui. de la chaise étaient stockés dans notre âme. Oui. Et du coup, en fait, j'ai une question. Comment on peut associer ça à des personnes, par exemple, qui perdent à la suite d'un accident médical ou quelque chose comme ça, tous ces concepts? Si c'est Dieu qui nous les donne, pourquoi il pourrait nous les enlever? Alors, c'est pas Dieu qui nous le donne, mais comme je disais, en fait, justement, parce que notre âme, elle est unie à notre matière, en fait, il y a quelque chose qui va être, on pourrait dire, stocké dans notre âme, et c'est immatériel, ça. Mais après, comment le corps, lui, continue de fonctionner, ça, c'est justement, il est un instrument de notre âme, mais il n'est pas, justement, il est la partie visible, on pourrait dire, même si notre âme, justement, est matérielle. En fait, tout ça, on pourrait dire que, justement, quand on va au ciel avec Dieu, après notre mort, on n'a plus notre corps. Mais on a tout ce qu'on a emmagasiné, justement, par le biais de notre corps, et qui est maintenant dans notre intelligence. Donc en fait, au moment où notre âme se sépare de notre corps, elle ne devient pas une âme qui soit semblable à toutes les autres. C'est bien notre âme. Et c'est pour ça qu'aussi à la fin, on retrouvera notre corps. Parce que dès le début, saint Thomas d'Aquin, il insiste beaucoup, notre âme est créée pour être unie à ce corps-là. Et c'est pour ça que Dieu, en justice, il nous le rendra à la fin du temps. Mais donc voilà, quand il y a une personne qui, de fait, après un accident ou autre, perd la mémoire, tout ça, en fait, on peut dire que là, oui, il y a un défaut dans la matière, mais dans son âme, peut-être qu'elle ne peut pas y avoir accès avec son langage, avec son intelligence là, mais il y a bien quelque chose qui est stocké. Donc ma grand-mère qui perd la tête, qui a Alzheimer, dans son âme, il y a quelque chose qui n'est pas atteint en fait. L'âme reste intacte, ouais. Fait, le corps. Oui, parce que c'est immatériel cette chose-là. En fait, vraiment, ça change de domaine complètement. Ok. Tout est une question de lien en fait entre
entre le corps et l'âme, Ouais. et si le corps n'accède plus à l'âme... Donc, pour accéder à l'âme, en fait, les choses en fait, passent par notre corps, mais une fois qu'elles sont dans notre âme, en fait, justement, on peut, par notre volonté ou autre, hein, avoir accès à ça. Hein, mais ça y est, en fait. C'est comme on pourrait dire, imaginons un ordinateur qui fonctionne, on tourne, on regarde des films, mais l'écran tombe en panne. On ne peut plus voir, on pourrait dire, ben, l'ordinateur est cassé. Non, la chose qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur est cassée, mais la chose est bien dedans encore. Désolé, parce que là ce qui est inadapté dans mon image, c'est que en fait, justement, ça reste comme quelque chose de matériel. Mais ça dit comme quelque chose de, oui, on voit qu'il y a un truc qui bug, donc c'est peut-être que tout est pourri derrière. Non, non. Non, il y a bien quelque chose derrière qui est encore là, mais qu'on ne perçoit plus parce qu'il y a un problème matériel. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, j'ai très bien... Ouais. Oui. Vous avez dit que l'intelligence artificielle imitait Oui. très bien, mais le plus grand des imitateurs, c'est le diable. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de diabolique dans l'intelligence artificielle? Non, je ne pense pas. Comme le dit le concepteur de Siri, il dit en fait, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il faut avoir peur de comment les outils ensuite vont être utilisés. Parce qu'en fait, la technologie, elle sert à pas être, enfin, en soi, en fait, elle est intéressante. Hein. Intéressante parce qu'en fait, ça nous aide aussi à comprendre quelque chose aussi, même de notre capacité à nous de créer. Vraiment, enfin, c'est quand on nous dit que tout simplement mon petit chien il est comparable à moi, je dis non, mon petit chien il n'a pas inventé des fusées pour partir sur notre planète, quoi. Enfin, je trouve que c'est quand même un des plus grands signes justement de la grandeur de l'être humain. Après que des personnes puissent utiliser l'IA de manière malhonnête et mauvaise, oui, mais pour moi, il y a vraiment des très bonnes choses qui peuvent être faites avec l'IA. Le concepteur de Siri disait, en fait, on a eu beaucoup de retours positifs par rapport à Siri, mais pas ceux qu'on attendait. Simplement, il y a des gens qui nous remercient tout le temps, par exemple, les personnes aveugles. Siri a permis à des personnes aveugles de changer de vie. Il dit, on a même sauvé des vies avec Siri. Il dit, un jour, un mécano, il travaille sur une voiture, la voiture tombe, il est coincé, il ne peut pas bouger, ses bras sont pris sur la voiture. Dit Siri, appelle les pompiers. Donc vraiment, hein. Donc comme ça on pourrait se dire c'est voilà, mais après il dit ça n'a pas été du tout conçu pour ça au départ, mais parfois il y a des surprises aussi. On se laisse étonner aussi sur comment l'être humain peut prendre telle ou telle chose. Il peut le faire de manière négative, mais aussi positive. Est-ce qu'un drone peut choisir aujourd'hui de tuer quelqu'un ou non? Je ne suis pas parti dans le côté militaire du tout, mais c'est vrai que ça veut... Est-ce qu'un drone peut choisir de tuer? Non. Je pense qu'en fait, on va toujours... Enfin, si on fait appel à une vraie armée, hein, on va toujours demander quand même que ce soit l'être humain qui puisse gérer ça. Mais je pense que si on pourrait programmer un drone pour le faire, oui. Alors, on peut reconnaître une personne, mais plutôt qu'un chat. Donc oui, ce serait possible. Ah non, c'est possible, c'est sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Je sais pas. Mais tout est possible, je vous dis. Ce que je vous ai dit là, sur certains points, certaines erreurs, elles seront corrigées très rapidement. Au début, il y a eu plein d'erreurs qui ont été bien corrigées par OpenAI. Et pas sur Copilot, que tu utilises. Parce que moi, une fois, j'avais eu un monsieur qui nous avait fait une conférence. Oui. Et c'était il y a très longtemps. Il y a au moins 5 ans. Et quelqu'un avait dit, oui, à partir du moment où l'IA pourra choisir de, je sais pas moi, tuer quelqu'un, de choisir lui-même ce qu'il fait, là, ce sera dangereux. Et le monsieur a dit, mais l'IA déjà peut affamer des pays entiers. Oui. Parce qu'il y a à New York des ordinateurs qui repèrent les micro-inflexions du cours du blé, qui vont choisir elles-mêmes si on va acheter le blé en Asie ou si on achète en Afrique, machin. Vous avez des continents entiers. Et il y a des milliers de fermiers qui perdent leur job parce qu'il y a tout ce qui est changé de continent. C'est la chose, ça. Et ça, c'est pas un monsieur qui a réussi à dire. C'est fou. C'était une première approche. Oui. Ça s'appelle les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes. Ah. Alors, de point de vue droit international, il n'y a pas vraiment de droit précis. Théoriquement, on est tous contre, mais dans les faits, les États-Unis et la Turquie aussi ont des drones qui permettent de choisir les cibles. Et
par exemple, Samsung avait mis à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ils avaient mis des mitrailleuses à reconnaissance d'êtres humains. Mais est-ce que ça reconnaît entre un soldat allié, ennemi, un chat? Non, en fait, pas du tout, parce que c'était il y a déjà assez longtemps. Mais c'était quand même sur place. Donc, maintenant, on peut considérer que les mines sont aussi un système d'armes létales autonome, parce qu'elles ne font pas de différence entre la personne qui marche dessus. C'est pas une révolution absolue dans les mines. Même si, Mathilde, une question au fond? C'est pas vraiment une question, mais c'était pour souligner quand même l'impact que peut avoir l'IA au niveau de l'information. J'ai un ami qui me disait l'autre fois, à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix qui peut mener à la relation tyran sous nous. Il a tout à fait raison. Est-ce que le fait que l'IA, qui en fait travestit le vrai, n'a pas un impact extrêmement important à ce niveau-là? Mais je corrigerais, le travesti vrai, elle ne le fait pas volontairement, justement. Oui, mais elle le fait quand même. Oui, elle le fait quand même. Mais c'est pour ça qu'il y a des messages d'avertissement partout. Attention, en fait, tu fais pas confiance. Oui, on se fait déjà manipuler par les GAFAM où il y a des informations qui ne sortent pas parce que ça n'est pas la bienveillance. Ouais, mais c'est quelque chose qui est codé par une volonté humaine dans ce cas-là. Tu sais ce que je veux dire? Je pense qu'il y a... C'est bien codé par une volonté humaine. Ouais, mais pas de la même manière. Enfin, Ouais. Pour l'instant. C'est ce que je disais dans mes 5 minutes complotistes, hein, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça marche, qu'est-ce qu'on lui a donné, tout ça. On pourrait. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il faut faire attention. En fait, faut peut-être pas passer ses journées dessus.